Bonsoir tout le monde, troisième et dernière, je l'espère, vidéo sur l'ouvrage suivant, Le Vieux Tiers d'Alexandre Biguet. J'avais trouvé d'ailleurs au Secours catholique, populaire, pardon, rue Conchette. Gna gna gna. Alors j'ai noté quoi? Ah, il y en a un qui est devenu quelqu'un qui est devenu important. Il y en avait un ecclésiastique, comment il s'appelait? Le chanoine Favier, qui est né en 1609 à Thiers, où il mourut dans sa 95e année, avait été le précepteur du jeune Armand de Boutillier de Rancé, qui après une jeunesse assez dissipée s'assagit à tel point qu'il revêtit l'habit monacal et devint le célèbre abbé de Rancé, réformateur de l'ordre de la Trappe. Bon, je ne suis pas du tout religieux, donc je fais confiance à l'auteur. Hein. Alors voyons. Gna, 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 gna. Gna, gna, gna. Gna, gna, gna. Gna, gna. 71, il n'y a rien. 72, j'ai noté quelque chose. Ah, il y avait des problèmes avec le débit de la Durolle. Et ça crée du chômage, il y avait des dégrèvements d'impôts. C'était au début du XVIIIe siècle, notamment, il cite octobre 1707, une inondation d'une ampleur épouvantable. Là, c'est pas de la sécheresse, c'est une inondation d'une ampleur épouvantable emporta de nombreux ateliers et ravagea le Moutier, recouvrant d'une épaisse couche de sable les prés qui s'étendaient au bas de la ville. On a eu ça il n'y a pas si longtemps, il y a peut-être un an, où le Moutier, enfin des commerces du Moutier, pas loin de chez le vétérinaire, le docteur Delmé, chez qui nous amenons nos chats, il y avait vraiment un envasement de la ville, hein, c'était terrible. 73, il y a plein de choses, j'ai noté là. De 1580 à 1586, il y a eu une épidémie de peste apparemment. Oui. Alors, il y avait on avait une terreur terrible de la contagion et on ensevelissait les morts en dehors des murs de Thiers et notamment sur un chemin situé en bordure du chemin de Bartas, sur un terrain situé en bordure du chemin de Bartas, aujourd'hui rue de Barante, au lieu de les inhumer comme d'habitude dans l'un des cimetières qui joignaient les trois églises, donc cimetière cimetière Saint-Jean. Il devait exister, enfin, il y avait un autre cimetière qui devait exister avant celui-là. Il y avait le Saint-Genet et, et celui du Moutier. En 1629, la peste s'étend à nouveau sur le pays. C'est un vrai désastre. Et en 1692, on assiste encore à un retour de la redoutable maladie. L'ancien cimetière de chemin de Bartas est devenu depuis l'enclos, enfin à l'époque était devenu l'enclos des Capucins. Un nouveau champ des morts, dénommé cimetière des délaissés, fut créé sous les jardins de l'hôpital pour l'usage des deux paroisses de Saint-Genet et de Saint-Jean. Et après cette terrible épreuve, fut encore en 1741 la peste dite des rizières, pendant laquelle on dut de nouveau servir du cimetière des délaissés, sous les jardins de l'hôpital donc. Hein. Alors effectivement, il y a eu des rizières à Thiers, hein. Ça paraît surprenant, mais effectivement, on a tenté de le faire. Il y avait des terrains pour les rizières qui étaient situés entre le Moutier et la Croix-Blanche. La Croix-Blanche, c'est là où est l'Intermarché et le centre de la Croix-Blanche. Hein. Vous voyez à peu près où c'est. Hein. Enfin, moi je suis pas tiernois d'origine, mais bon, même moi je sais. Et donc il y a eu de l'aridité. Peut-être cette aridité provenait-elle de la terrible inondation de 1707 qui avait détruit le lit de la rivière et tout ensablé alentour, car à la fin du XVIIe, de belles et grasses prairies s'étendaient au bas de la ville. Donc ces rizières n'ont pas fonctionné, malheureusement. Hein. Et on a confié le travail en 1740 de l'aménagement des rizières à des ouvriers piémontais qui avaient déjà installé des rizières en Italie. Le riz poussa, mais ne parvint pas à complète maturité. Et l'exploitation fut abandonnée et les rigoles d'irrigation n'avaient pas été entretenues, l'eau était demeurée à croupir
et quand revint l'été, s'en dégageait une odeur nauséabonde qui empuantissait l'atmosphère. Et c'est à ces odeurs, à ces miasmes que les Tiernois attribuèrent la peste de 1741. Bien que la compagnie qui avait exploité ces rizières s'en défendit. Donc voilà, des rizières à Thiers. Mon discours est un peu... Il y a eu ça vers 1740. Il y a eu une famine aussi, hein, terrible, celle de 1709, s'il faut croire l'abbé Cusson, alors curé de Saint-Rémy-sur-Durolle. La communauté des Ursines de Thiers tomba dans une si profonde détresse alimentaire que, pour ne pas mourir de faim, une partie des religieuses retourna dans sa famille pour tâcher de survivre et d'être nourrie par ses parents. Les pauvres des environs se rendaient à Thiers dans l'espoir d'obtenir un secours à leur dénuement. Mais la plupart mouraient d'inanition. Et donc ça c'était à Saint-Rémy. Hein. Afin d'exciter la pitié des affamés, ils avaient imaginé de porter chez Jean Riche des cadavres de ceux qui étaient morts de faim. Oh là là, c'est... Oh, Dieu du ciel. En étalant ces macabres cadavres, bah ces macabres... ces choses horribles, ils espéraient que les habitants leur donneraient à manger, et ça a marché apparemment. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire en 75? Ah, il y a eu des loups, notamment en 1764, le 17 janvier 1764, une louve mordit une jeune fille de 14 ans dans une vigne près du Moutier. Le grand-père Gilbert Béchon, âgé de 84 ans, accourut au cri. Il voulut frapper l'animal avec l'outil qu'il tenait à la main. Mais il tomba et la bête se jeta sur lui, le mordant cruellement au visage. Son fils Antoine, qui travaillait près de là, accourut à son tour et réussit à tuer le fauve sur le corps même de son père. C'est horrible. L'animal avait mordu 14 personnes à Thiers ou dans les environs immédiats. Les blessés furent hospitalisés par les sœurs de Nevers, tout récemment installés dans la ville. Mais malgré tous les soins, 6 moururent des suites de leurs morsures, et parmi eux, le grand-père de la jeune fille. Ouais. Ensuite, que dis-je d'autre? 76. Alors, une tradition orale rapporte qu'à une date indéterminée, toute la rue de la Coutellerie fut la proie des flammes, depuis la rue Gambetta jusqu'à la place du Pirou. De même, lorsqu'on visite la cave des immeubles de la rue du Bourg, on s'aperçoit que des maisons ont été élevées sur des ruines de constructions plus anciennes. Quelle a été la cause de cet incendie? Avait-il été allumé au cours d'une bataille? Était-il dû à une cause fortuite? On n'en sait rien. Apparemment, peut-être qu'il y a eu des recherches depuis, hein. Mais en 1947, on ne savait pas. Peut-être que c'était les Huguenots, une vengeance des Huguenots, disent certains. Alors, qu'est-ce que je disais d'autre? Page 78, j'ai noté quelque chose d'intéressant. C'est vraiment en brouillon, hein, tant que je m'arrête là. Ouf. Alors, oui, au XVIe siècle, même un peu au XVIIe, une famille nombreuse devait aligner 12 enfants vivants pour que le fisc fasse des ristournes, hein, fasse des réductions d'impôts. 12 enfants. Ceux qui avaient 10 enfants n'étaient pas considérés comme des familles nombreuses. Et même dans les familles riches de Thiers, hein, il y avait des familles qui avaient plus de 20 enfants, nous dit l'auteur. 78, 79, qu'est-ce qu'il y a? Ah! Il y a le célèbre bandit Mandrin qui est venu en ville le 10 octobre 1744, et pas loin de chez moi. Pas loin parce que je suis pas très loin de la Porte-Neuve, moi, finalement, hein, de l'ancien quartier de la Porte-Neuve. Et il y a eu Mandrin qui est passé par là. Il est entré en coup de vent par la Porte-Neuve, peut-être passé devant chez moi, hein, sur les 5 heures de l'après-midi, avec une escorte de 150 hommes. Le hardi contrebandier se dirigea immédiatement sur l'entrepôt tenu par la dame Mélor, qui lui acceptait 4 balles de tabac et versait
2040 livres, puis chez monsieur Manovelli, receveur du contrôle, place de la Chabre, qui dut accepter 11 quintaux de la même marchandise contre versement de 6000 livres. Et il y a une maison où il est passé, c'est un hôtel particulier, je crois, où il y avait à un moment donné, il me semble, le Secours populaire, le rayon des livres, au tout début, quand je suis arrivé à Thiers, vers 2016-2017. Un gros négociant, monsieur Ribérol, qui habitait la maison faisant saillie dans la rue Conchette, à l'angle de la rue Denis-Papin. Je me demande si c'est pas celle-là. Ouais, je crois que c'est celle-là. Les héritiers de monsieur Ribérol ont toujours conservé le fauteuil où s'était assis le redoutable visiteur. Ça, c'est fascinant, des choses comme ça. C'est rien, mais c'est fascinant. C'est ça que je trouve étonnant. Alors, page 81. Qu'est-ce qu'il y a? 81, il y a un... Alors, c'est dans le courant du XIVe siècle qu'on aurait commencé à fabriquer de la coutellerie à Thiers. Les couteaux qui sont mentionnés en 1336 ne le sont plus en 1379, ce qui peut être interprété comme un indice qu'on n'en apportait plus de l'extérieur pour en vendre à l'intérieur de la cité. À partir de 1379, c'est là qu'il y aurait eu vraiment, d'après ce livre, installation de la coutellerie. Qu'est-ce que j'ai noté? Page 82. Alors, ce qui a favorisé l'installation de la coutellerie, c'est la découverte de l'Amérique. Où les marchands d'Espagne et du Portugal passèrent de très fortes commandes aux fabricants thiernois. Oui, oui, d'accord. En 1471, les couteliers formaient déjà le quart de la population, et en 1565, un tribunal spécial fut institué d'après lettre patente accordée par le roi Charles IX pour régler les litiges pouvant survenir entre commerçants. Gna, gna, gna. On cite le cas d'un sieur Delhoze, Cartier, qui fabriqua pour mademoiselle de Montpensier, baronne de Thiers, un jeu de cartes représentant les principaux faits de l'histoire de France. Ah oui, il y a évidemment la tannerie et la papeterie à Thiers, on oublie trop souvent, hein, et la fabrication de jeux de cartes. Et alors, en 1567, on comptait une quarantaine de maîtres papetiers et 170 maîtres couteliers, voilà, en tout. En 1615, moins de 50 ans après, il y avait à Thiers 335 maîtres couteliers, 58 à Saint-Rémy, 18 à Celles-sur-Durolle, 21 à Palières, et Saint-Victor et Escoutoul, il y en avait 53. Alors, 84, j'ai noté quelque chose aussi. Il y aurait eu un port au Moutier. Un procès-verbal du 19 juillet 1628 interdit aux vendeurs de chiffons de faire conduire leurs marchandises au port de Puy-Guillaume et à celui de Thiers. Peut-être faut-il entendre par là celui de Péchadoire, mais le document porte bien le nom de Thiers. En 1665, on demande le curage à Durolle pour qu'elle puisse porter des bateaux depuis son entrée dans la Dore jusqu'au pont du Moutier ou pont aux Choux. Cependant, quelque chose semble confirmer. Ouais. Alors ensuite, l'auteur cite de nombreux hôtels. Il y avait l'hôtel du Chapeau. À quelle époque? Ah, je vois pas. C'est un peu confus au niveau des époques, justement, parce qu'on s'y perd. Est-ce que c'est au 18e? Il cite de nombreux hôtels, mais à quelle époque? Sous le règne de Louis XV, apparemment. Je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est le règne de Louis XV. Alors, l'hôtel du Chapeau Rouge, situé à l'angle de la rue Mancel-Chabot et de la rue du Rolle, les Trois Rois, rue de la Coutellerie, la Croix d'Or, rue des Grolières, du Griffon d'Or, de Saint-Honoré,
du Grand Marc du Lion d'Or à l'angle de la rue Neuve et de la rue des Ors, et des cours du docteur et des cours, des Trois Perdrix au quartier de Chariol, hôtel de Saint-Jean, de Saint-Pierre, des Trois Pigeons, de l'Escudor au quartier de la Croix de la Pierre, du Cheval Blanc rue Mallory, etc. Donc il y a eu beaucoup d'hôtels. Donc je vous invite donc à compulser le livre pour en savoir davantage. Bon, bah, je vais faire une dernière vidéo, j'arrête là. À tout de suite.